Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission des éditions des masterclass de l'excellence commerciale. On va parler d'un sujet chaud, d'un sujet brûlant. Et pour introduire ce sujet, j'ai demandé à ChatGPT. ChatGPT, peux-tu me faire une introduction pour cette émission? Et alors, si j'arrive à voir mon écran, ça sera mieux. Voilà. Et donc, ChatGPT m'a répondu, bien sûr. Bonjour et bienvenue à tous pour cette conférence en ligne sur l'impact de l'intelligence artificielle sur les métiers de la vente et du commerce. Nous sommes réunis aujourd'hui pour explorer les opportunités et les défis que l'IA peut apporter aux commerciaux et pour réfléchir ensemble aux compétences et aux stratégies à mettre en place pour réussir dans ce nouvel environnement. Au cours de cette conférence, nous allons aborder différentes thématiques telles que les avantages de l'IA pour les commerciaux, les risques et les limites de cette technologie, ainsi que les compétences et les formations nécessaires pour s'adapter à ces changements. Nous allons également partager des exemples concrets d'entreprises qui ont déjà intégré l'IA dans leur stratégie commerciale et discuter des meilleures pratiques pour tirer le meilleur parti de cette technologie. Nous espérons que cette conférence vous permettra de mieux comprendre l'impact de l'IA pour les commerciaux et qu'elle vous donnera des pistes pour réussir dans ce nouveau monde. Nous vous souhaitons une excellente conférence. Voilà, c'est ChatGPT qui nous a introduit cette conférence. Vous êtes toujours aussi formidable, vous êtes toujours aussi incroyable. La semaine dernière, vous étiez un peu plus de 300 pour écouter le pape de la préparation mentale en France, l'auteur de la Bible de la préparation mentale, un gros, un gros pavé absolument passionnant à lire avec plus d'une centaine d'exercices à faire avec les sportifs de haut niveau pour les aider à réagir face aux situations les plus critiques, les plus stressantes, les plus angoissantes. C'est lui qui a porté l'équipe de France de basket aux Jeux Olympiques de Sydney à la médaille d'argent, première fois de l'histoire que l'équipe de France bat les États-Unis dans une compétition mondiale. Voilà, je vous invite à retrouver cette masterclass sur notre chaîne YouTube. Qui sommes-nous rapidement? Incentive est une application tout en un pour aider les managers commerciaux à engager les commerciaux dans la performance et à les coacher pour devenir meilleurs. Et les managers de proximité jouent un rôle absolument clé dans les programmes d'exécution opérationnelle. C'est ce que Carlos Tavares, le CEO de Stellantis, nous dit. Incentive est une application mobile donc pour synthétiser toutes les informations dont les managers ont besoin pour coacher efficacement leurs équipes. On travaille aujourd'hui dans une vingtaine de pays et dans 9 langues dans des secteurs très variés. Voilà, la petite page de pub est terminée. Le grand témoin du jour, c'est un expert, un spécialiste, c'est Ider Oudad. Est-ce que, Victor, tu peux nous faire le portrait d'Ider, s'il te plaît? Oui, bien sûr, Roland. Alors, Ider, tu es ingénieur diplômé de Centrale après une classe préparatoire au lycée Joffre. Tu es aussi titulaire d'un master en mathématiques appliquées. Tu approfondis tes expériences en tant que data scientist chez EDF, Enedis ou encore Capgemini dans la branche de conseil en transformation data et IA. Tu comprends alors l'étendue des enjeux que représentent les données pour les entreprises. Tu t'efforces depuis à les accompagner dans leur transformation pour leur permettre d'exploiter le potentiel de l'analyse de données. C'est pour cette raison que tu fondes en 2019 IoD Solutions, qui accompagne les entreprises dans l'élaboration de leur stratégie data et IA. Vous concevez des solutions adaptées à leurs besoins et formez leur équipe aux enjeux de la data. Vous travaillez notamment avec Air Liquide, BNP Paribas ou encore le groupement des hypermarchés Leclerc. En 2022, tu deviens lauréat du prestigieux Réseau à entreprendre. Tu nous fais l'honneur de ta présence aujourd'hui et c'est un plaisir de t'accueillir. N'hésitez pas à poser vos questions à Ider dans l'espace questions et il y répondra en fin d'entretien. Merci. Heider, magnifique, magnifique parcours. On peut peut-être commencer par une définition. C'est quoi l'intelligence artificielle? Comment ça se définit par rapport aux algorithmes, par rapport, on parlait au début d'informatisation, après on a parlé de numérisation, maintenant on parle de digitalisation. Finalement, est-ce que c'est pas un buzzword de plus, l'intelligence artificielle? Merci Roland et merci Victor pour la présentation. Alors, c'est sûr qu'il y a un effet buzzword, tout le monde en parle et d'autant plus là, avec les effets de ChatGPT qui ont été impressionnants
termes d'usage et le grand public, j'ai envie de dire, a compris un peu le potentiel de tout ça. Moi, si j'avais une définition à donner, donc celle que j'aime bien donner pour l'entreprise, hein, pour moi, l'IA, c'est un ensemble de technologies qui permet l'automatisation de tout ou partie d'un processus de décision. Pour prendre des exemples simples, ChatGPT, par exemple, c'est et je compléterai aussi avec la fin, sans la nécessité de formaliser des règles explicites. Et c'est là où vient, je pense, pas mal de freins autour de ça. Pour prendre des exemples simples, par exemple, il faut savoir que sur Amazon, la décision du pricing, c'est-à-dire des prix qui sont affichés pour les produits, ben, c'est une intelligence artificielle qui prend la décision de quel prix afficher en fonction de très nombreux paramètres, les prix de la concurrence, dans le passé à combien ça a été vendu, etc. Et donc, on va être capable d'automatiser des décisions, c'est-à-dire en fait à quel prix j'affiche tel article. Et la partie sans nécessité des règles sans nécessité de formaliser des règles explicites, elle vient du fait de dire qu'en fait, il faut accepter que comme ça repose sur des modèles probabilistes, des approches statistiques, et ben on n'est pas capable toujours de dire pour telle décision pourquoi exactement le modèle a pris telle ou telle décision. Et c'est une des difficultés en termes d'adoption et en termes de construction de la confiance, en tout cas. Alors, la production et l'utilisation des données augmentent considérablement. Est-ce que tu peux nous donner des ordres de grandeur pour qu'on se rende compte de cette explosion finalement de la génération et l'utilisation des données? Ouais. Donc, moi, j'aime bien un chiffre plutôt que des valeurs absolues qui, je peux vous parler de Tera ou de pétaoctets de données, mais on ne se rend pas bien compte. Moi, je trouve que c'est l'accélération qui est intéressante à mesurer. Et donc, pour vous donner un ordre de grandeur, hein, on dit que 90% des données existantes aujourd'hui, elles ont été créées dans les 2 dernières années. Donc, ça donne un peu la tendance, c'est que énormément de données sont créées et ça fait, sur les 2 ans, 90% des données qui existent aujourd'hui sont créées. Et ça, c'est dû principalement à la digitalisation qui touche tous les processus de l'entreprise et aussi la digitalisation, on va dire, de nos vies de tous les jours avec tous les objets connectés et tout ce qu'on peut avoir dans notre quotidien qui capte, collecte et génère de la donnée. Voilà. Alors, on va explorer ensemble l'impact de ChatGPT et de l'IA sur les équipes commerciales. Je vais commencer par une petite introduction avec des outils qui sont disponibles aujourd'hui, une approche, on va dire, simpliste des applications de l'IA pour les commerciaux. Et puis après, on rentrera un peu plus dans le cœur du sujet avec toi sur des vrais projets structurants pour les entreprises. Voilà 6 exemples d'applications qui sont déjà disponibles. Hein. Vous voulez prendre des notes en réunion et identifier les plans d'action, les insights, est-ce qu'on a mentionné les concurrents, etc. Vous avez une application qui s'appelle Supernormal. Vous voulez améliorer vos présentations avec Canva, qui intègre maintenant à la fois du texte et des images. Vous voulez résumer les enjeux d'un client, eh ben, vous posez juste à OpenAI quels sont les enjeux de l'industrie automobile ou quels sont les enjeux pour Peugeot aujourd'hui. Vous voulez générer des messages LinkedIn personnalisés. Say hi, hire people, ça permet de créer des messages LinkedIn personnalisés en fonction du profil pour approcher des personnes pour les embaucher. Vous voulez créer une présentation PowerPoint. Vous avez beautiful.ai ou slides.ai qui vous y aide. Et enfin, vous voulez synthétiser un document, vous êtes commercial, vous voulez lire un peu tous les articles qui ont été faits écrits sur votre client, vous utilisez Article Summarizer pour ingurgiter beaucoup plus d'informations beaucoup plus rapidement. Alors voilà quelques exemples, c'est des exemples un peu anecdotiques, certains fonctionnent très bien, on en a testé, certains sont encore un peu au début. Ça c'est une petite introduction. Finalement, si on rentre dans le cœur du sujet, en quoi est-ce que fondamentalement l'IA va pouvoir améliorer le travail des équipes marketing et des équipes commerciales? Ouais, ça améliore en fait de 2 manières, je dirais. Il y a une première manière, c'est l'amélioration dans l'efficacité opérationnelle. Et tu en as cité plein d'exemples, hein, ces petits outils-là, ça va permettre de synthétiser plus vite des réunions, enfin des notes de réunion, de rédiger plus rapidement des emails. Notamment pour ajouter peut-être un exemple, je ne sais pas si j'ai oublié le nom de cet outil, mais il y a des gens maintenant qui proposent des assistants virtuels, par exemple, sur la prise de rendez-vous. Donc ça marche depuis sa boîte mail, on peut mettre en copie l'adresse.
et ça va automatiquement pouvoir faire les échanges d'aller et venus pour trouver des dates de rendez-vous qui vont marcher. J'ai oublié le nom du produit, mais ça, c'est aussi un produit assez simple et qui fait gagner du temps, notamment pour un commercial qu'on a tous connu, ces échanges incessants pour trouver une date. Donc ça, c'est un premier aspect, c'est améliorer l'efficacité opérationnelle de l'équipe commerciale. Et moi, je dirais un deuxième aspect qui aujourd'hui est un peu sous-exploité ou pas, on ne perçoit pas encore la chose, c'est en fait améliorer la proposition de valeur et les produits et l'offre de service qu'il y a pour une entreprise. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est l'IA, en fait, ce que ça va faire, c'est exploiter l'information qui est contenue dans les données, soit en le passant à l'échelle, c'est-à-dire je reprends mon exemple du pricing chez Amazon, ben en fait, un humain ne pourrait pas mettre un prix à la main de tous les articles qui sont sur Amazon. Donc ça, c'est, en fait, je vais pouvoir automatiser une prise de décision très vite. Ou alors en permettant de comprendre, de détecter des signaux faibles. Pour un commercial, ça pourrait être, en fait, on voit bien que les points de contact avec les clients, ils sont ultra nombreux. En ligne, LinkedIn, des infos sur le CRM, je l'ai vu à un salon, etc. En fait, une IA, typiquement, ça pourrait aider à détecter des signaux faibles dans le comportement de mes clients qui vont m'aider à savoir à quel moment les contacter au bon moment pour améliorer mes taux de conversion et mes taux de closing finalement, parce que je vais détecter au bon moment quand contacter le client. Un peu comme vous voyez sur Internet, on a tous eu cette partie de le ciblage des publicités. On voit bien l'information, c'est parce qu'on sait que vous allez chercher tel mot-clé, on a croisé différentes sources d'informations, on va être capable de vous suggérer de la pub automatique. Mais ce procédé-là d'aller dire j'ai de la data, je croise de l'information qui proviennent de différentes sources de données et je vais être capable de détecter des signaux faibles qui mènent à une action ou à un événement, ça, une IA va être très puissante pour le faire et un esprit humain pas forcément parce qu'on ne va justement pas être capable de croiser tout un tas de sources d'informations. Donc voilà pour illustrer concrètement où est-ce que ça peut amener de la valeur. Aujourd'hui, effectivement, on a déjà dans les outils de marketing automation des HubSpot, des web mécaniques, des scorings, des scorings de prospects en fonction du nombre de fois qu'ils sont allés sur le site internet, qu'est-ce qu'ils ont visité. Mais c'est assez rudimentaire. Ça donne une note de 0 à 100 en gros. Et puis on peut décider dans ces règles métiers qu'à partir de 50, on va faire une demande de rendez-vous pour qu'un commercial sédentaire, un BDR puisse passer du temps parce qu'on pense que le prospect est mûr pour une prochaine étape. Mais finalement, il y a assez peu d'intelligence dedans, c'est juste un algorithme. Exactement. Est-ce que c'est là que se fait la différence finalement entre l'algorithme historique et puis l'intelligence artificielle? En fait, je dirais que l'intelligence artificielle, elle va tirer de l'historique, justement des règles, mais qui ne sont pas explicites. On ne va pas pouvoir dire si, alors, très simplement. Pourquoi? Parce qu'on va lui montrer un grand nombre d'exemples. Donc, pour reprendre ton exemple, hein, on pourrait, l'étape d'après, donc il y a le scoring très basique avec je donne 10 points si le client fait telle action. Mais l'étape d'après, ça pourrait être de dire, une fois que j'ai un grand nombre d'expériences, donc finalement, un client avec 50 de scoring, je suis allé le voir, est-ce que j'ai conclu ou pas à l'affaire? Si j'ai un grand nombre de ces expériences-là, je vais pouvoir entraîner un algorithme d'intelligence artificielle qui va être capable de dire, en regardant toutes les interactions clients, est-ce que j'ai fait et quel résultat j'ai obtenu, derrière, de reconnaître des signaux faibles et des comportements qui mènent à des fortes probabilités de signature. Donc, moi, ce que j'ai tendance à dire, c'est qu'il ne faut pas opposer les deux, c'est une continuité. C'est-à-dire qu'en fait, de toute façon, pour aller vers des choses plus compliquées, c'est un peu comme une pyramide, hein, il faut poser des fondations. De toute façon, ça permet de mieux maîtriser son process. Hein, mais après, pour aller plus loin, c'est là où on va utiliser des technologies plus avancées comme l'IA. De toute façon, la première étape, hein, c'est d'abord de collecter de la donnée historique et savoir déjà l'analyser de façon basique, comme tu l'as dit, avec des indicateurs. Et l'étape d'après, ça peut être de mettre des modèles d'intelligence artificielle pour aller un cran plus loin dans la valeur ajoutée qu'on va aller chercher et la performance qu'on va pouvoir avoir. Alors, est-ce que il y a des risques finalement associés à ces avancées? On entend beaucoup parler des risques dans l'éducation, avec la possibilité des élèves maintenant de faire des devoirs à la maison en quelques clics, sans réfléchir, sans rien apprendre. Quels sont les risques que pose l'IA pour les équipes commerciales, pour les équipes marketing, pour les directeurs commerciaux qui nous écoutent?
Alors, moi, les risques, j'en vois pas. Alors, souvent, on a tendance à voir justement que les risques et pas les opportunités. Donc, bien sûr, il y en a des risques. Pour des équipes commerciales, je dirais, moi, le principal risque, je le vois sur peut-être l'exploitation de données peut-être personnelles ou mener à des actions qui ne seraient pas pertinentes ou judicieuses si on veut y aller d'un coup, si je peux me permettre. Donc, si du jour au lendemain, on décide d'automatiser toutes les réponses clients par une IA qui générerait automatiquement un mail en fonction d'une réponse, en fonction d'une demande client, bah, là, le risque, ça serait de se fâcher avec certains clients parce que les réponses seraient totalement à côté de la plaque. Donc, je dirais le risque principal pour des entreprises. Alors, il y a vraiment le sujet société que tu as mentionné, bon, qui n'est pas le cœur du propos là, mais pour une équipe commerciale, je dirais, il y en a finalement assez peu. À partir du moment où on y va étape par étape et qu'on fait les choses pas à pas. Parce que l'enjeu, c'est surtout de bien identifier où est-ce qu'il y a les cas d'usage à forte valeur ajoutée, les problèmes qu'on a à résoudre, et ensuite de trouver les solutions adaptées. Donc, moi, quand on parle de risque, souvent, je dis, mais le risque que vous allez avoir, c'est au pire de mieux comprendre votre business, votre métier et vos process, quoi. Donc, où est le risque là-dedans? Il y en a pas tant que ça, quoi. Alors, une des critiques qu'on entend également souvent, c'est l'effet boîte noire. C'est-à-dire, tu dis, ça nous aide à mieux comprendre les process, mais puisqu'on confie à une intelligence artificielle des décisions d'approcher tel ou tel client, de relancer tel ou tel prospect, finalement, est-ce qu'on ne perd pas la connaissance intime du processus commercial ou l'analyse psychologique de notre interlocuteur? Est-ce que le risque principal, finalement, c'est pas de faire trop confiance aux algorithmes et aux outils et finalement perdre cette capacité à avoir une analyse fine des enjeux humains qu'il peut y avoir dans l'organisation? Tout à fait, bah, tu as raison, c'est une autre façon d'exprimer pour moi le côté vouloir y aller trop vite. C'est ce que tu dis en fait, c'est de penser l'effet IA, c'est une baguette magique. Et en fait, non, c'est pas une baguette magique. Parce que ce qu'il faut comprendre, et je pense que il y a beaucoup de malentendus qui vient du I justement, intelligence. Déjà, intelligence, il y a plusieurs formes d'intelligence, on n'a pas une seule. Et donc, l'intelligence artificielle n'a pas d'intelligence émotionnelle, par exemple, hein, ou relationnelle. Donc, ce qu'il faut voir, c'est vraiment une complémentarité et une aide à la décision pour le commercial. Et donc, ça ne retirera pas la partie, j'ai envie de dire, relationnelle, comprendre la psychologie du client, etc. Ça ne retirera pas cette partie-là. Par contre, si c'est bien pensé et bien conçu, des solutions qui vont aider à prioriser peut-être un peu mieux les prospects, détecter des signaux faibles, encore une fois, via des sources de données différentes, parce que ça c'est une réalité, la digitalisation et l'information, elle est de plus en plus présente aussi sous forme digitale. C'est dans ces cas-là que ça marche. Et pour revenir à ta question sur l'effet de boîte noire, donc ça c'est clair que c'est un gros problème en termes d'adoption. Et pour moi c'est le vrai sujet en fait sur la partie IA. En fait, pour moi, c'est 80% d'humain et 20% de technologie parce que il y a cette question de la confiance qu'on met dans l'outil et dans la technologie. Et bah, nous, dans les projets qu'on a pu mener, des fois, en fait, on a dégradé la performance du modèle d'intelligence artificielle à proprement parler pour avoir plus d'explicabilité et construire plus de confiance avec les utilisateurs. Donc, c'est un grand champ de recherche aujourd'hui, l'explicabilité des modèles et comprendre pourquoi telle décision a été prise par l'algorithme dans quel cas particulier. Donc, il y a des choses qui avancent là-dessus, il y a des choses qui sont déjà faisables. Donc, c'est vrai qu'il y a cet effet boîte noire. Il faut accepter que on ne va pas pouvoir tout décortiquer forcément, mais il y a des moyens d'y pallier, premièrement. Et deuxièmement, c'est comme si on dit, encore une fois, c'est un outil d'aide à la décision, donc ça va couvrir, c'est vraiment penser, et c'est ça dans la notion de solution qu'on met, c'est pas juste un outil qu'on vient plaquer sur un existant, c'est un outil qu'on vient penser comme dans une continuité, comme quelque chose qui vient aider un process ou quelqu'un à faire son travail. Et donc, du coup, ça ne remplacera pas tout. Et dans la partie de conception de l'outil, c'est très important de comprendre aussi que l'IA, ça apprend. Et donc, comme un élève, hein, il faut un professeur pour lui apprendre et il faut lui apprendre ce qu'on veut qu'elle fasse. Donc, du coup, l'effet boîte noire, il existe sur le côté après la prise de décision,
mais il y a bien quelqu'un qui lui a appris ce qu'on voulait qu'elle apprenne. Donc, pour moi, pour répondre à cet effet boîte noire, il faut embarquer les opérationnels et les gens qui vont l'utiliser dans le processus d'apprentissage de l'IA pour leur faire comprendre, bah, vous voyez, dans ces cas-là, elle se trompe, et ben c'est parce qu'elle n'a pas compris ça et qu'il faut améliorer telle ou telle chose. Et je trouve que l'adoption est énormément facilitée quand on fait comprendre aux gens, ben en fait, c'est quand on fait comprendre le processus de construction d'une intelligence artificielle et qu'on n'arrive pas en mode voilà un nouvel outil, utilisez-le. Voilà. Donc, question. Faire comprendre le processus d'apprentissage. C'est vraiment, c'est vraiment passionnant. Ce que je te propose, c'est de prendre 7 applications que tu as identifiées, des applications avancées. On a vu quelques applications un peu rigolotes qui peuvent aider au quotidien, mais tu as identifié 7 applications avancées pour le développement commercial. On ne va pas forcément rentrer dans le détail de toutes, mais peut-être qu'il y en a quelques-unes sur lesquelles on peut passer un peu plus de temps pour bien comprendre finalement comment se passerait un projet pour déployer une initiative qui permet par exemple d'automatiser ou personnaliser les prises de rendez-vous. Voilà. Est-ce qu'il y a peut-être 2 ou 3 de cette application avancée sur lequel on peut faire un coup de projecteur? Oui, bah on peut peut-être une des simples, c'est déjà le premier parce que on parle beaucoup, donc ChatGPT, c'est ce qu'on appelle une IA générative, c'est-à-dire elle va générer du texte à partir d'un entrant. Et en fait, c'est ce qui est le plus dur à faire. Parce qu'en fait, comment on sait qu'on est satisfait de la réponse ou pas? Ben, il y a une forme de subjectivité, parce que la réponse de ChatGPT, bah, tu l'as montré en introduction, voilà, elle t'a formulé une proposition d'introduction par rapport à une question que tu as posée, mais si on prend les personnes qui assistent au webinaire, je pense qu'il y en a qui auraient formulé les choses différemment, il y en a qui sont satisfaits de la réponse, d'autres non. Donc en fait, le génératif, c'est ce qu'il y a de plus dur à faire sur l'IA. Et donc moi, le conseil que je donnerais aux gens et aux entreprises qui veulent s'y mettre, bah, commencer par ce qui est le plus simple, en tout cas, c'est ce qu'on appelle plutôt on appelle ça supervisé, de la classification supervisée, où finalement les réponses attendues sont clairement identifiables. Donc la classification des demandes clients, je pense que c'est un bon exemple d'illustration de ça, c'est de dire je suis un service de relations clients, je reçois plein de mails de mes clients. Finalement, il y a des typologies de demandes, des demandes pour un bug client, de l'insatisfaction, que sais-je. Enfin, ça va être dépendant du métier. Mais une fois qu'on a identifié ces typologies de demandes, on peut entraîner un algorithme qui va prendre en entrée le contenu du mail et qui va être capable de dire par rapport au contenu du mail du client, ah ben c'est un mail de tel type. Et ça peut accélérer par exemple le traitement des mails, parce qu'on peut peut-être derrière imaginer des réponses types, on peut aussi le rerouter vers la bonne personne, et là il y a des gains de productivité évidents, et avec un système d'intelligence artificielle qu'on va clairement pouvoir, j'ai envie de dire, établir et mesurer un ROI clair dessus, quoi. On va pouvoir dire, ok, bah, on a une base de test, on va tester l'IA sur sur ces 100 mails-là, on connaît ces 100 mails-là, il y a un humain qui a dit bah, quelle typologie c'était, qui les a lus. Et après, on va comparer entre les réponses qui ont été données par l'IA et ce qui a été donné par l'humain. Et là, on va pouvoir clairement dire bah, on a un niveau de précision de X%. Et donc, du coup, notre système, il va nous faire gagner du temps. Donc, je trouve que celui-là, il est intéressant à mettre en avant. Et en termes de démarche, c'est toujours la même chose, hein, c'est de dire il y a une partie de compréhension du besoin de la problématique pour justement ensuite en décliner la conception de l'outil et de la solution. Donc, dans la partie outil, il y a cette conception de processus d'apprentissage. Et puis après, la troisième phase, c'est vraiment de déployer opérationnellement, d'abord sur un petit périmètre et ensuite un peu plus à l'échelle pour pouvoir vraiment avoir un impact concret pour les équipes opérationnelles. Donc voilà, je ne sais pas après si tu veux que j'en détaille d'autres. Peut-être il y en a un autre, on a un de nos clients là, qui s'appelle Tereal, qui est un des leaders de la tuile en Europe, et qui a beaucoup travaillé sur les notions de pricing et d'application de l'intelligence artificielle sur le pricing. Aujourd'hui, le pricing, on l'entend dans toutes nos discussions avec les entreprises, à cause de l'inflation, à cause de l'augmentation du coût des matières premières, à cause de la disponibilité de certaines pièces, notamment dans l'électronique. Donc il y a des enjeux de comment est-ce que je passe une partie de l'augmentation de mes coûts aux clients. Donc les enjeux de pricing sont absolument clés aujourd'hui, avec des impacts
sur les bidas qui sont directs. Est-ce que peut-être on peut mettre un deuxième coup de projecteur sur ce sujet c'est le sujet numéro 6, optimisation du pricing? Ouais, l'optimisation du pricing. Donc, moi, je vais illustrer avec ce qu'on a pu faire chez un client. Alors après, les parallèles, je pense, seront assez évidents. Mais nous, le cas du client, c'était un client plutôt industriel avec énormément de devis à faire. Donc, il avait énormément de devis à générer, des milliers de devis par mois, avec une équipe commerciale qui était restreinte. Et donc, du coup, à se dire, à chaque fois, c'est des devis un peu sur mesure, mais en même temps, des briques qui sont un peu les mêmes. Et la question qui se pose, c'est voilà, à quel prix je vais chiffrer ça pour essayer de maximiser ma marge, bien sûr. Et donc, en fait, l'optimisation du pricing, c'est de dire plutôt que chaque commercial ou chaque personne en charge des devis fasse sa tambouille de le prix, ça devrait être à peu près ça pour tel projet, ben, c'est d'avoir un outil. Encore une fois, ça peut être, nous, dans notre cas, c'était vraiment d'aide à la décision. Donc, le but, c'était pas que l'outil sorte un chiffre et puis c'était ça qui était mis directement dans le devis du client. C'était pas du tout ça. Par contre, ce que ça a permis l'outil, c'est d'accélérer le time to market, on va dire, de la cotation. C'est-à-dire, en fait, on passe d'un temps où, pour faire le devis d'un client, on met 2 semaines parce qu'il faut aller parler à l'expert X, à l'expert Y, ensuite croiser un peu des informations, à 48 heures parce qu'en fait, on a un outil qui va, par rapport à, encore une fois, un historique, donc des expériences, donc des devis qui ont été faits, des prix qui ont été donnés, est-ce que le contrat a été gagné ou pas, et un certain nombre de paramètres influençant bien sûr le prix, et bien on va apprendre sur cette base d'apprentissage la relation entre des données d'entrée, donc ce qui est constitutif du devis, et aussi peut-être le type de client, est-ce qu'il y a de la concurrence ou pas, par quel canal ça vient, enfin voilà, tout un tas de paramètres qu'on va pouvoir enrichir et construire avec le client. C'est aussi ça qui est beau avec l'IA, c'est il y a vraiment de la connaissance métier, encore une fois, c'est vraiment une notion d'empowerment des équipes métiers parce qu'il y a cette notion de il faut apprendre à l'IA et le professeur, c'est l'équipe métier, c'est les gens qui ont la connaissance opérationnelle du terrain. Et donc, une fois qu'on a construit ce processus d'apprentissage par rapport aux grandeurs qu'on a et aux variables qu'on a, mais derrière, on a un outil qui est capable je lui donne des nouvelles conditions de vie et une demande client, et bien il va me sortir automatiquement un prix jugé optimal. Pareil, optimal, c'est à définir quels critères. Est-ce que je veux maximiser ma marge? Est-ce que je veux maximiser plutôt la sécurisation du contrat, la réussite du contrat? Et tout ça, c'est à construire ensemble, les experts autour de l'IA d'un côté et aussi les experts métiers, pour à la fin avoir, dans notre cas, un outil qui générait automatiquement une suggestion de prix en expliquant d'ailleurs un peu les raisons pour lesquelles il était arrivé à ce prix. Et après, une équipe métier qui était capable de dire non, dans ces cas-là, nous, pour tel client, on va peut-être modifier un peu les choses de telle ou telle manière. Ils avaient le choix, hein, c'est aide à la décision, encore une fois. Mais ce que ça a permis concrètement, c'est de diminuer le temps pour répondre à des devis, donc du coup de pouvoir traiter plus de devis et donc du coup de pouvoir gagner plus de contrats. Donc on voit à travers ces différentes applications avancées qu'il y a des gains de productivité importants à aller chercher. Il y a des gains en qualité aussi, qualité des réponses, qualité des présentations. Alors on arrive à la fin de cette demi-heure. Peut-être très rapidement, comment mettre en place une stratégie IA. Il y a le cercle vertueux de la data, hein, mesurer, extraire, collecter, mesurer, décider. Et c'est des compétences à développer. Peut-être qu'on peut faire un dernier focus sur finalement qu'est-ce qu'il faut faire, par quoi il faut commencer. Donc, par quoi il faut commencer? Je dirais il faut vraiment partir du terrain, du métier, c'est-à-dire les enjeux, les problèmes opérationnels, qu'est-ce que vous cherchez à améliorer et quels sont vos problèmes. Et donc, ça, c'est vraiment le point de départ. Et après, il faut essayer d'avoir une approche, on appelle ça holistique chez nous. Et l'approche holistique, c'est 4 composantes, c'est vos processus, donc votre réalité métier, les compétences que vous avez, l'organisation que vous avez et bien sûr les outils. Mais pas juste penser l'outil comme je viens plaquer ça quelque part. Donc, si je devais donner les 3 grandes étapes, c'est partir de votre réalité opérationnelle pour cartographier finalement vos inefficiences et les décisions qui vous posent problème aujourd'hui ou les choses que vous souhaiteriez automatiser ou améliorer. La deuxième étape, c'est de dire à partir de ces points de douleur clés et ces cas d'usage identifiés, passer dans la partie de conception de la solution et de se dire ok, à quoi ça pourrait ressembler une solution idéale. Et c'est souvent là où on va faire intervenir peut-être la DSI, se dire où est-ce que sont les données, est-ce que c'est facilement accessible ou autre. Et après, une phase de déploiement, c'est les trois grandes étapes finalement. Et par où commencer? Je pense que
vraiment pour commencer, on peut se prendre 1 heure en équipe, se dire, OK, c'est quoi nos problèmes clés, c'est quoi les décisions qu'on prend souvent et sur lesquelles on a du mal, où est-ce qu'on a des données qui pourraient nous aider, quelles informations on aimerait avoir pour prendre des meilleures décisions par rapport à ça. Et déjà là, souvent, en faisant ce croisement-là de quelles sont mes données à disposition internes ou externes qui m'aideraient à prendre des décisions plus éclairées, et puis de l'autre côté, les décisions que j'ai du mal à prendre ou que je prends beaucoup de temps à prendre ou qui sont peu efficaces. En croisant ça, déjà pour moi, on identifie 2-3 cas d'usage, et puis à partir de là, on peut commencer à imaginer des solutions en se renseignant peut-être sur ce qui existe sur le marché, et puis aussi en voyant comment je peux commencer simplement en commençant à exploiter mes données, quoi. Voilà, donc très rapidement. Merci Ider, c'est un sujet extraordinaire, absolument passionnant, bouillonnant. On a vu toutes les initiatives qui fleurissaient ici et là pour commencer à exploiter ces nouvelles technologies qui arrivent sur le marché d'IA générative. Un immense merci de ton témoignage. Pour aller plus loin, Data Science for Business, un bon bouquin sur le meilleur usage de la data et de la data science avec les algorithmes de réseaux neuronaux derrière. Bien sûr, Ider Oudad, fondateur de IOD Solutions, n'hésitez pas à le contacter si vous avez des projets ou si vous voulez juste explorer le potentiel de l'IA pour votre business. Et puis, je ne résiste pas à vous partager quelques applications simples. On a vu quelques applications simples pour la vente. On a identifié également pour vous quelques applications simples pour le marketing. Si vous voulez créer un nouveau business, vous voulez créer un nom de marque, vous avez Namelix, vous voulez créer un logo, vous avez makelogo.ai, vous voulez créer un storytelling après, vous avez créé votre nom, vous avez créé votre logo. Pour faire le storytelling de la marque, vous avez Tome. Ensuite, vous voulez générer des illustrations pour votre site web, vous avez Polynations, bien sûr, vous avez Midjourney, hein, le moteur de OpenAI qui est à l'origine également de ChatGPT, le moteur d'image. Vous voulez créer des musiques pour associer votre marque à une musique créative. Vous avez Aiva. Et puis, vous voulez ensuite générer des vidéos avec des personnages virtuels qui vont parler plusieurs langues, qui vont parler avec un ton particulier, une personnalité particulière. Vous avez DID. Voilà, c'est un nouveau monde qui s'ouvre, extraordinaire, une vraie révolution pour les agences également, pour les agences de communication. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement dans l'interface de GoToWebinar. Et puis, pour ceux qui doivent nous quitter, il est déjà midi passé. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la prochaine édition des Masterclass de l'excellence commerciale. Alors, Victor, est-ce que nous avons des questions de nos auditeurs qui sont très nombreux aujourd'hui? Alors oui, effectivement, ils sont très nombreux et donc on a aussi évidemment beaucoup de questions. Alors d'abord, il y a Loïc Simon qui conseille de lire aussi A World Without Work. Donc voilà, c'est pas une question, mais si ça en intéresse, n'hésitez pas. Donc première question de Julien Bercé. Beaucoup de masterclass font référence aux émotions, comme celle de la préparation mentale. Dans quelle mesure sont-elles prises en considération par les intelligences artificielles? PS, question posée sans l'aide de ChatGPT. Alors, et réponse donnée sans l'aide de ChatGPT. Alors, il y a donc intelligence, on en a parlé un peu, et puis il y a artificiel. Donc, artificiel, ça veut dire, ou comment dire, un synonyme, entre guillemets, pour comprendre, ça pourrait être numérique. Donc, si c'est pas pour faire très simple, si c'est pas des 0 et des 1, ça n'existe pas pour une IA, d'accord? Donc, ça veut dire que, à proprement parler, de toute façon, l'IA ne connaît pas d'émotion et c'est amoral également. Souvent, on parle de l'éthique, parce que si j'englobe un peu plus, c'est l'éthique, etc., de l'IA. Il ne connaît pas la morale. Donc après, c'est des règles, des optimisations qu'on cherche à faire, mais il n'y a pas ces notions-là et ces concepts-là dans un algorithme ou dans une approche d'IA. Donc, pour répondre, il n'y a pas de connaissance des sentiments. Par contre, si vous arrivez à mesurer, et par exemple, je sais qu'il y avait une entreprise qui faisait des grandeurs physiques, le dilatement de la pupille, je sais pas, même par computer vision, on arrive à voir l'émotion des gens.
parce qu'il y a le sourire, etc. Mais parce qu'il y a des nombres derrière, des chiffres, hein, qu'on va pouvoir matérialiser ça physiquement, quand je dis physiquement, avec des 0 et des 1 d'ordinateur. Donc là, on va pouvoir se dire, ah ben, l'émotion ressentie, c'est la joie parce qu'il y a un sourire, mais vous pouvez bien sûr sourire et être triste à l'intérieur, ça, l'IA ne pourra pas le deviner. Donc les sentiments, oui, c'est captable si c'est, on va dire, explicite ou captable par des 0 et des 1. Je peux donner un autre exemple sur les sentiments. Il y a tout un pan du traitement du langage naturel qui s'appelle la détection des sentiments, sentiment analysis. C'est utilisé notamment sur recueillir les retours des utilisateurs sur un produit en récupérant les commentaires qui sont faits. Pareil, si dans les commentaires, en fait, comment ça marche ces algos-là, ça faire simple, hein, c'est si il y a plein de mots négatifs dans un commentaire, c'est forcément que l'expérience client était plutôt négative. Et voilà. Donc, par proxy, je dirais oui, mais plus que ça, non. Voilà. Question de Rafika. Les IA ne peuvent pas intégrer l'intelligence, enfin, vous dites que l'IA ne peut pas intégrer l'intelligence artificielle, émotionnelle, pardon, qui est à mon avis cruciale dans le travail des commerciaux. Est-ce que cela veut dire que l'IA ne pourra jamais se substituer à 100% à l'humain pour des transactions complexes? Alors oui, moi ça j'en suis, oui, j'en suis convaincu. C'est-à-dire que la question qui se pose en fait à nous, notamment avec l'avancée technologique, c'est, je trouve, quel est le cœur de la valeur ajoutée des métiers? Je trouve que ça, c'est une question intéressante à se poser plutôt que de rester sur la peur d'être remplacé ou pas. C'est plutôt de se dire, dans mon métier, quel est vraiment le cœur de la valeur ajoutée de mon métier? Et donc, pour moi, pour un commercial, notamment sur de la vente complexe, il y a déjà cette compréhension du contexte et de la psychologie du client que ça, une IA ne pourra pas faire. Encore une fois, ça va être une aide pour gagner du temps sur la prise de rendez-vous, comprendre le contexte, on va dire macroéconomique ou autre, pour faire des synthèses, peut-être même anticiper les bons moments pour prendre contact avec les clients par rapport à des données qu'on va collecter. Mais à un moment donné, ça ne fera pas le travail, encore une fois, d'intelligence émotionnelle, ça c'est certain. Ça, c'est vraiment certain. Donc, je ne sais pas si la question, il y avait plus que ça. Oui, peut-être pour prendre un exemple, hein, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a eu des concours entre des radiologues et des intelligences artificielles pour détecter des cancers sur des radios. Bon, aujourd'hui, on sait qu'une intelligence artificielle bien entraînée, elle bat un radiologue. Mais parce que l'intelligence artificielle, elle ne connaît pas le vendredi 18h, je suis pressé d'aller en congé. Donc elle le bat. Maintenant, si la valeur ajoutée du radiologue, parce que alors ça c'est une anecdote, mais il paraît que les radiologues c'est aussi des spécialités en médecine qui veulent pas trop voir les clients, voir les patients, pardon. Si la valeur ajoutée du radiologue c'était juste détecter la radio, là sur cette partie-là, ça sera remplacé. Encore une fois, en partie, parce que si vous avez compris qu'il y a besoin de base d'apprentissage, il faut bien des gens qui disent que là il y a un cancer, là il n'y en a pas. Et sur des cas vraiment très différents de ce que l'IA a vu, elle ne saura pas faire, alors qu'un radiologue peut-être en connectant des notions, parce qu'il comprend réellement les concepts, il va être capable de détecter. Mais maintenant, pour moi, la valeur ajoutée d'un médecin, au sens large, elle est aussi dans la relation patient, l'empathie qu'on peut avoir. Et ça, aujourd'hui, c'est pas. Et je pense que ça ne le sera jamais. C'est pas une machine qui va faire ça. Question de Jean-Marie. Différents commerciaux d'entreprises concurrentes devant répondre à une question ou un besoin spécifique ne risquent-ils pas d'apporter une réponse identique à un client? Alors, ça dépend de la base d'apprentissage et comment a été entraînée l'intelligence artificielle, si on a une. Si tout le monde a utilisé le même outil et utilise les mêmes données en entrée, probablement que ça sera, alors ça sera pas exactement la même chose, parce que si vous avez déjà essayé sur ChatGPT, vous verrez que les réponses sont un peu différentes, mais c'est normal, c'est l'aspect probabiliste et statistique, c'est que c'est pas totalement déterministe ces systèmes, donc il y a forcément un peu de volatilité, donc du coup de différence dans les réponses qui vont être données potentiellement, mais qui seront légères. Donc la réponse, oui, si tout le monde utilise les mêmes outils et met les mêmes choses en entrée, tout le monde aura la même réponse. Et c'est là où je dis qu'il ne faut pas vouloir y aller trop vite et il faut plutôt se dire qu'est-ce qui est ma forte valeur ajoutée, qu'est-ce qui n'est pas. L'intelligence artificielle, ça nous dispense pas d'être intelligent et de réfléchir aussi. Et c'est vrai que des fois, quand on entend des discours, des fois on se dit que
au contraire, ça pousse, je trouve, à encore plus chercher sa différenciation, sa valeur ajoutée. Et la prime sera ça, justement, la singularité, la recherche de la valeur ajoutée. Question de Thierry. Est-ce que l'IA est accessible pour pour un indépendant ou une TTPE au niveau commercial et marketing? Alors oui, ça, pour la petite histoire, moi, quand j'ai lancé l'entreprise, mon but, c'était vraiment de démocratiser. C'est toujours de démocratiser vraiment la maîtrise de ces technos pour tout le monde. Et c'est pas une question de taille d'entreprise, c'est une question de cas d'usage. Nous, on a vraiment des clients, on a aussi des PME clientes et qui ont un bénéfice à tirer de l'IA. Donc la question, c'est le cas d'usage, c'est de bien choisir le problème à résoudre. Et ensuite, le deuxième sujet, pourquoi c'est pas une barrière d'être une TPE, PME ou indépendant? C'est qu'aujourd'hui, la technologie, elle est commoditisée. C'est-à-dire, tout le monde peut utiliser ChatGPT, modulo maintenant, peut-être je sais plus combien, 50 € par mois ou 20 € par mois. Mais si vous voulez, la technologie, elle est là, disponible. C'est-à-dire que c'est pas moi qui l'a créé, c'est pas vous, c'est Google et Facebook. Et de toute façon, personne ne sera meilleur qu'eux parce qu'ils mettent des montants énormes dedans. Donc, si vous voulez, la technologie, les outils, ils sont là. Et il n'y a pas de barrière à l'entrée d'investissement puisque c'est de plus en plus des outils à l'usage. Donc le sujet, il n'est pas là. Le sujet, il est la compétence qui vous permet de faire le lien entre vos problématiques spécifiques et comment j'utilise la technologie comme levier pour résoudre mes problèmes spécifiques. Et c'est ça les compétences qui manquent aux entreprises, que ce soit des TPE ou des grands groupes. Si je n'ai que très peu de clients, mais qui ont beaucoup de valeur pour mon entreprise, est-ce que j'ai vraiment intérêt à utiliser de l'intelligence artificielle? Alors ça dépend, le cas d'usage, encore une fois. C'est vrai qu'il y a une notion de volume de données à avoir minimal, mais souvent on pense qu'on va être limité par le volume de données. C'est rarement le cas. J'ai rarement vu des cas d'usage être freinés par question de volume de données. Par des questions de qualité, oui, plus, mais on trouve aussi souvent des premières étapes à faire et c'est une question aussi d'amélioration continue. Faut pas non plus, faut ouvrir le capot à un moment pour voir ce qu'il y a, il faut mettre les mains dedans et après on peut y aller par pas à pas. Donc je dirais oui, il y a des cas d'usage. Si j'ai pas beaucoup de clients à forte valeur, eh ben, je vais peut-être, il y a sûrement des cas d'usage peut-être de priorisation que je vais pas avoir, du genre scoring de mes clients, de mes prospects à fort potentiel. C'est sûr que si j'ai un marché cible de 20 000 clients, enfin 20 000 prospects, c'est plus intéressant que si j'en ai 10 et que je les connais. Maintenant, il y a d'autres cas d'usage où l'IA se prêtera probablement bien aussi à votre cas. On a parlé tout à l'heure, hein, mais parce que la prise de rendez-vous, par exemple, même si vous avez peu de clients, vous avez peut-être beaucoup d'interlocuteurs parce que c'est souvent des grands comptes et il y a peut-être du gain à trouver là-dessus. Il y a peut-être sur la synthèse, la compréhension des contextes. Enfin bref, il y a des cas d'usage certainement à trouver aussi, qu'on ait peu ou beaucoup de clients. C'est pas limitant en tout cas. Question de Michael. Est-ce que les entreprises françaises sont à la page au niveau des transformations autour de l'intelligence artificielle? Alors, est-ce qu'on à la page, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. En tout cas, ce qu'il y a c'est sûr que par rapport à, par exemple, les pays plus anglo-saxons, il y a du retard. Euh, la raison, je pense qu'elle vient aussi du côté, j'ai envie de dire, c'est une question de culture en fait. Je pense que le gros sujet en fait de l'IA pour que ça s'implante, c'est une question culturelle. C'est qu'il faut accepter qu'il y a un changement dans les habitudes de façon de faire et dans l'état d'esprit. Et pour le mettre dans quelque chose de plus global, c'est une notion de relation à l'incertitude. C'est-à-dire qu'en fait, il faut accepter que dans le monde dans lequel on vit, alors on utilise VUCA, en anglais ou en français, volatile, incertain, complexe, ambigu. Et je pense que la prise de décision change. On est passé d'un monde très certain où c'était je planifie et c'est très descendant à un monde où il faut s'adapter un peu en permanence. Et donc, quand je m'adapte en permanence, la prime est donnée plutôt à la rapidité d'exécution et la capacité d'expérimenter, de tester des choses. Et là, la data et l'IA prennent tout leur potentiel en fait. L'IA, c'est expérimental. C'est je collecte des données expérimentales et après, je vais tirer de la connaissance de ça, de l'information. Et donc, je pense qu'un des problèmes culturels qu'il y a dans les entreprises françaises, en France, on aime bien conceptualiser, on est fort dans le concept, les pays Descartes, la logique et tout rationaliser. Mais dans ce monde changeant et dans ce monde VICA, encore une fois, la prime, il faut accepter cette incertitude et il faut agir avec et décider avec. Et donc, du coup, je dirais, c'est
il faut accepter le côté, je vais pas tout bien faire du premier coup aussi. Et ça, on a un côté, je pense, culturel en France où on a le côté peut-être bon élève et très rationnel qui fait on a moins cette facilité à dire bah, on va essayer, on va se planter un peu, mais c'est pas grave. Donc je pense que le retard potentiel vient de là. Mais c'est dommage parce que pour le coup, la compétence, on l'a. Je veux dire, quand vous regardez les top chercheurs de l'IA, ils sont tous français. Hein. Enfin, Yann Lequin, pour citer que lui, patron de l'IA chez Facebook, il est français. Les labos de recherche pointus de Facebook ou de Meta, ils sont en France, ils sont à Paris. Enfin, au niveau technologique, au niveau compétences et savoir-faire, on l'a. Après, voilà, peut-être des freins un peu plus Un, culturels. un gros potentiel pour nos entreprises ici en France. Merci beaucoup, Ider. Une dernière question qu'on pose à tous nos intervenants. Quelle est la citation qui t'inspire? La citation qui m'inspire, alors ça peut faire le lien avec du coup un bouquin aussi que j'ai lu, c'est L'intelligence artificielle n'existe pas. C'est un titre un peu choc de Luc Julia, mais qui permet de démystifier un peu le sujet et expliquer bah, justement que tout ça c'est de l'apprentissage et que du coup s'il n'y a pas de processus d'apprentissage bien pensé, ça ne va pas bien se passer. Et donc, du coup, voilà. L'intelligence artificielle n'existe pas. Pour aller un peu à N'existe pas. contre du Et buzz. puis, Voilà. et puis on retiendra aussi que l'intelligence artificielle n'a pas d'intelligence émotionnelle. Un grand merci, Ider Rodad, fondateur de IOD Solutions. Un grand merci et on se donne rendez-vous à tous la semaine prochaine pour une nouvelle édition des masterclass de l'excellence commerciale.